se consacrer pendant les prochaines minutes à faire une espèce d'examen de la démarche qui a été suivie par le comité. Donc, en fait, je vais être le seul présentateur uniquement pour la raison que c'est beaucoup plus facile sur Zoom d'être une seule personne, mais tout le monde a contribué également à ce projet qui fut quand même qui fut fort stimulant, je pense, pour nous tous et qui interpelle, je pense, la communauté des chercheurs au risque parce qu'on s'assoit quand même sur notre connaissance scientifique pour bâtir ce genre d'avis scientifique-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la rivière Chaudière, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent très bien ce cours d'eau-là, d'autres moins. Alors, c'est important de rappeler là, ce qu'est la rivière Chaudière. La rivière Chaudière, c'est premièrement une rivière emblématique pour ses inondations au Québec. C'est une rivière qui s'écoule du sud vers le nord et qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent, à peu près à la hauteur des ponts là, à Québec, donc dans le secteur de Lévis. C'est une rivière qui a de fortes pentes, donc c'est une rivière qui a un gradient assez important, en particulier pour ses tributaires. Là, il y a des bonnes pentes. L'écoulement est assez rapide. Et en plus de ça, sur la rivière Chaudière, il n'y a pas qu'un type d'inondation, il y en a plusieurs. Donc, et chaque municipalité a un peu ses propres caractéristiques. Donc, ici, on a le tronçon qu'on a étudié. Donc, on n'a pas étudié toute la Chaudière. On a étudié, disons, le tronçon le plus problématique. C'est le tronçon qui se situe entre la ville de Scott, ici, dans la portion aval, et la portion ici, jusqu'en amont, à Saint-Georges-de-Beauce. Et en fait, notre zone d'étude s'arrête au barrage de Sartigan, qui est un barrage qui a été construit dans les années, à peu près une cinquantaine d'années, pour faire de la rétention de glace dans ce secteur-là. Donc, on a d'abord des inondations qu'on dit en eau libre sur la rivière Chaudière. Donc, les inondations en eau libre, c'est des inondations sans effet de glace. On a dans la rivière Chaudière des niveaux d'eau qui montent très rapidement parce que l'eau parvient rapidement, enfin, l'eau transite très rapidement à l'intérieur de cette rivière-là. Et puis, elle va baisser assez lentement en raison des limites et des contraintes donc, topographiques, géologiques qui existent, qui sont des contraintes à l'écoulement. Donc, on a ce double problème, c'est-à-dire que ça monte vite puis ça descend lentement. Par contre, les inondations en eau libre n'ont pas la même, disons, ampleur partout dans le bassin versant. Si on regarde les endroits où c'est le plus problématique, bien, ici, on a fait un petit symbole pour l'eau libre, là, orange, triangle orange. Puis vous voyez, là, plus le symbole grossit, plus le problème est préoccupant. Donc, c'est surtout ça. Le problème est vraiment très préoccupant dans les municipalités de Scott et Sainte-Marie parce qu'on a des dommages extrêmement importants dans ce secteur-là. Les secteurs de Vallée-Jonction et Saint-Joseph inondent également, mais comme on va le voir plus tard, il y a des configurations dans ce secteur-là qui font que le problème est sans être inexistant. Il est peut-être moins critique que dans les villes et villages situés plus en aval. Évidemment, pour faire ce rapport-là, on ne s'est pas juste fié sur des données et des rapports. On a aussi consulté les autorités municipales, les préfets de MRC. On a fait des journées de terrain avec eux pour discuter des problèmes. Puis aussi les autorités de sécurité civile. Comment est-ce que tout ça est géré? Puis la plupart des municipalités à ce genre de problème-là nous proposent des interventions qui consiste en le dragage de sédiments. C'est-à-dire qu'on trouve que la rivière Chaudière a trop de sédiments dans son chenal, puis on propose d'enlever ces sédiments-là pour permettre à l'eau de passer plus librement, pour qu'il y ait moins d'obstacles à la libre circulation de l'eau. On va revenir sur ce contexte-là un petit peu plus tard. Mais pour camper aussi le portrait, il y a aussi des inondations par embâcle sur la rivière Chaudière. Et puis, les inondations par embâcle, elles ne se situent pas tout à fait aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes d'embâcle un peu partout, mais ils vont être particulièrement problématiques dans le secteur de Beauceville. Donc, c'est vraiment à Beauceville, là, qui se trouve à être le carrefour des embâcles sur la rivière Chaudière. Si on avait fait cette étude-là il y a 50 ans, on aurait probablement dit que c'est à Saint-Georges également qu'il y a beaucoup de problèmes, mais depuis que le barrage Sartigan a été construit, il y a encore des embâcles, mais c'est moindre que ce que c'était avant. Mais par contre, à Beauceville, ça demeure vraiment problématique. À Beauceville, on a des événements d'embâcles de glace, donc des inondations qui proviennent de difficultés d'évacuer cette glace-là, qui surviennent parfois plus qu'une fois par année, des fois même en hiver et au printemps. Donc ça complique particulièrement les choses. Et les solutions proposées par les municipalités,
c'est encore une fois de draguer les sédiments. Donc, parce qu'on dit la rivière Chaudière, encore une fois, contient trop de sédiments, mais cette fois-ci, ces sédiments-là, au lieu constituent des obstacles à l'évacuation, non pas uniquement de l'eau, mais également des glaçons qui dérivent vers l'aval. Donc, encore une fois, on se tourne vers les sédiments puis on propose de draguer le fond de la rivière. Ce qui fait que, au terme de ces consultations, puis au terme de son analyse, le comité en vient à la conclusion qu'il y a un sentiment d'aggradation généralisée. Et là, j'emploie un terme un peu géomorphologique, Pascal, l'aggradation étant l'accumulation de sédiments dans un chenal. Donc, pour vous montrer de quoi il est question, les municipalités nous ont pointé des structures qui sont des cônes de déjection. Ici, pointé en rouge, c'est difficile à manquer. On voit des tributaires qui se jettent dans le cours de la rivière Chaudière et on voit des panaches de sédiments ici comme ça qui peuvent être remaniés sous la forme de barres fluviales ou de sédiments, de structures sédimentaires à l'intérieur du chenal. Et ce sont ces genres de structures-là que les municipalités proposent. Ils en ont identifié un peu partout dans la rivière et ils proposent de les enlever pour permettre une meilleure circulation de l'eau et des glaçons. Donc, le problème est ici posé et il est relié directement au mandat du comité. Maintenant, on va s'attarder un peu à pourquoi est-ce qu'il y a des inondations et pourquoi est-ce que ces inondations-là sont des problèmes sur la rivière Chaudière. Donc, ici, vous avez un graphique des niveaux d'eau durant l'inondation du 21 avril 2019, l'an passé. Puis vous voyez ici, on part de Sartigan jusqu'à Scott. Et notre tronçon d'étude, nous, c'est de Scott à Sartigan, comme on vous l'a dit. Mais vous voyez bien qu'entre Sartigan et Beauceville, il y a de fortes pentes. Et puis, à partir de Beauceville, les pentes se calment quand même considérablement. On appelle ça le tronçon des eaux mortes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit l'eau arrive très rapidement dans le tronçon des eaux mortes. Les niveaux montent rapidement, mais vont être évacués de manière assez lente. Pourquoi? Parce qu'à Scott, ici, on a une rupture d'énergie dans l'écoulement. Et puis, cette rupture d'énergie-là, en fait, c'est quelque chose qui contrôle la capacité d'évacuation, finalement, du tronçon des eaux mortes. Donc, l'eau arrive rapidement, monte rapidement. Et là, si on en suit la logique que je décris, on pourrait dire, autrement dit, plus les pentes sont faibles, plus il va y avoir de problèmes. Ce qui veut dire que, si on se fie à cette logique-là, les problèmes devraient être plus sévères dans le secteur de Saint-Joseph parce que c'est l'endroit où les pentes sont les plus faibles. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Là, il y a une nuance super importante qu'il faut amener, c'est que les problèmes sont plus importants à Scott et à Sainte-Marie, malgré que les pentes dans ce secteur-là soient plus importantes. Donc, ce contraste-là ici entre les pentes et les dommages est une gymnastique assez simple qu'on doit faire, mais qui montre un fait assez important. Pardon, le problème finalement lié aux inondations dans le secteur du tronçon des eaux mortes est beaucoup un problème qui est lié à la vulnérabilité. Donc, on a toutes les caractéristiques aggravantes à Saint-Joseph, mais on a moins d'effets délétères, alors qu'à Sainte-Marie et à Scott, on a des pentes un petit peu plus fortes malgré tout, mais on a beaucoup plus de problèmes. Donc là, ça pointe vraiment vers des questions de vulnérabilité et d'exposition des populations dans ce secteur-là. En plus, le contexte des dernières dizaines d'années, en fait depuis 1950, est à l'augmentation des précipitations et des températures, mais en particulier des précipitations dans ce secteur-là. On voit que depuis 1985 en particulier, les précipitations sont très importantes, ce qui occasionne une augmentation également des débits maximaux, donc les débits qui vont générer des inondations dans le bassin versant. Dans le fond, et on est pas mal certain que c'est attribuable à la question de la hausse des précipitations parce qu'on a aussi fait quelques exercices de modélisation qui nous montrent que finalement, à partir de ces données-là, on reproduit assez bien la réalité. Donc, en orange ici, les débits qui ont été simulés par le modèle GR4J qui montre qu'on a une certaine confiance dans notre interprétation de pourquoi est-ce que les débits maximaux sont en augmentation. Là. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça, c'est comme un aparté par rapport aux solutions, mais ce qu'on peut certainement dire, c'est que si on regarde la tendance des dernières décennies, il y a une augmentation qui est vraiment
évidente, en fait, du nombre d'événements extrêmes sur la rivière Chaudière. Donc, les débits maximaux deviennent de plus en plus importants et deviennent de plus en plus fréquents. Donc, les seuils sont dépassés de plus en plus. Là. Par contre, est-ce que ça, c'est dû au changement du climat? Là, évidemment, dans les termes, dans les délais qui ont été imposés par le comité, c'est difficile de détecter et attribuer au changement climatique, tout ça, mais il n'y a rien qui nous indique qu'à court terme, la tendance va se renverser. Donc, c'est certain qu'il va falloir pousser cette question-là un peu plus clairement. Pour ce qui est de la question des embâcles, ben là, c'est important aussi de regarder un peu comment est-ce que ça se produit. On vous disait, à Beauceville, c'est l'épicentre des inondations par embâcle sur la rivière Chaudière. Donc, ici, on vous présente un graphique qui est un hydrogramme des niveaux d'eau, où on présente en fait les niveaux d'eau à Sartigan, donc en amont de Beauceville, où on voit l'évolution avec un pic. Et ça, c'est un hydrogramme pour le 16 avril, là où il y a eu un embâcle important. Donc, on voit ici un pic qui est atteint durant la nuit, puis une lente redescente. Alors qu'à Beauceville, regardez l'hydrogramme qu'on a, on a une montée très importante des niveaux d'eau en quelques heures. Donc, quand on regarde ce genre d'hydrogramme-là, on est plus en mesure d'interpréter le genre de phénomènes qui se produisent dans ce secteur-là. Ce qu'on sait, c'est que les embâcles se formeraient généralement en amont de Beauceville, au pied d'un rapide qu'on appelle le rapide du Diable. Les embâcles vont se former là, ils vont emmagasiner de l'eau et de la glace, un peu comme le ferait un barrage. Mais le problème, c'est qu'ensuite, le barrage va céder et là, il va y avoir une vague glaciale qui va descendre, ou enfin une onde de crue glaciale qui va descendre dans la ville de Beauceville. Et c'est ce qu'on voit ici en l'espace de quelques minutes, voire quelques heures. Le centre-ville de Beauceville a été inondé. Et ensuite, toute cette vague-là se déplace à l'aval de Beauceville et elle reste prise encore dans un secteur qu'on appelle le Rocher et qui, lui, il va y avoir des nouveaux embâcles qui vont ralentir l'évacuation de l'eau. Donc, vous voyez bien que pour les embâcles, le problème est multiple puis que c'est une caractéristique de l'aléa, finalement, ce problème-là. Donc, il y a beaucoup de facteurs aggravants à Beauceville. On a du frasile qui se forme sous le couvert de glace dans le secteur des rapides du Diable, donc qui épaissit puis qui durcit le couvert de glace. On a énormément de glace qui arrivent des tributaires, en particulier la rivière Famine, qui amène des millions de mètres cubes de glace par année. On a des très faibles vitesses dans le secteur de Beauceville qui permettent qui rendent difficile l'évacuation des glaçons. Donc, toutes les circonstances sont rassemblées dans ce secteur-là pour aggraver le problème. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la météo, c'est important de voir un peu dans quel contexte météorologique est-ce que ces embâcles-là se surviennent. Il y a une indication qui est assez communément utilisée en analyse glaciale, c'est les rigueurs de l'hiver. Donc, les rigueurs de l'hiver, c'est la somme des températures négatives qu'il peut avoir dans une année. Plus l'histogramme est grand, plus à ce moment-là, il a fait froid, puis plus l'histogramme est bas, plus il a fait chaud. Alors, la première chose qu'on voit là-dessus, c'est que depuis dans les dernières dizaines d'années, il n'y a pas eu de tendance notable à l'augmentation des... Bon, là, j'entends un feedback dans mes micros. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Fermez vos micros, s'il vous plaît, merci. Donc, il n'y a pas de tendance notable dans les rigueurs de l'hiver sur la rivière Chaudière. Donc, autrement dit, il ne fait pas vraiment plus chaud maintenant ou plus froid maintenant en termes de somme de degrés jour de gel. Par contre, il y a de plus en plus de circonstances qui mènent à la formation d'embâcles. Si on colore les barres de l'histogramme en diverses couleurs pour représenter les différents moments ou sévérités dans lesquels les embâcles surviennent, ben on voit que, en bleu, ce n'est pas d'embâcle. Et puis, en couleur, il y a des embâcles de différents processus. Ben, on voit que au cours des 5, 10, voire 15 dernières années, il y a de plus en plus de circonstances qui mènent à la production d'embâcles dans ce secteur-là. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de redoux également, en particulier dans les 15 dernières années, qui vont non seulement générer des embâcles de printemps, qui sont généralement les plus sévères, mais aussi générer des embâcles en plein milieu de l'hiver lors de redoux. Donc, et les deux sont cumulables. Parce qu'on le sait bien, en 2019, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des embâcles en hiver et des embâcles au printemps, puis les embâcles au printemps ont été très, très sévères. Donc, ça, c'est le genre de circonstances qui sont
qu'il faut tenir compte dans notre analyse. Il y a une augmentation possible de la fréquence des épisodes d'inondation par embarque. Encore là, c'est difficile d'attribuer ça uniquement au changement climatique, mais ça serait aussi se mettre la tête dans le sable de nier que c'est ce genre de phénomène qui est en cours. On a, en plus du contexte de formation des embarques, il fallait qu'on porte une attention importante à la manière dont fonctionne sur le plan géomorphologique la rivière. Bon, pour ce qui est de la géomorphologie, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est l'étude des formes mises en place par le régime d'écoulement. Donc, si on regarde les formes dans la rivière Chaudière, on ne peut pas penser que tout ça, c'est naturel. Ça fait trop longtemps que la rivière Chaudière a été modifiée par différentes activités humaines, notamment la drave depuis au courant du 20e siècle. L'extraction de gravier qui a duré au moins 40-50 ans à l'intérieur de la rivière Chaudière. Il y a des tributaires qui ont été linéarisés, donc des tributaires qui étaient autrefois sinueux, qui ont été linéarisés parce que pour permettre, faciliter l'agriculture ou pour toutes sortes de raisons là, liées à l'activité humaine. Quand vous regardez la rivière Chaudière, par exemple, cette photo-ci de 1979, vous voyez plein de routes qui passent sur la Chaudière. Vous voyez des bâtards d'eau, donc des endroits qui permettaient l'accès à la machinerie pour l'excavation du gravier. Ça, ce ne sont pas des formes qui sont toutes naturelles. Et ça, le rapport de Texult dont Pascal a fait mention au début, il l'avait déjà mentionné. Ils ont mentionné que plusieurs accumulations de matériaux dans la rivière Chaudière, entre Beauceville et Saint-Georges, résultent d'activités qui sont pratiquées dans le lit, même dans la rivière ou dans sa plaine inondable. En plus de ça, il y a des tributaires, comme on vient de mentionner, qui ont été linéarisés. On voit bien ici les anciens parcours par exemple, une photo de 1935 d'un des tributaires. Là. Vous voyez bien les parcours extrêmement sinueux sur la plaine inondable, d'anciens chenaux. Puis vous voyez le nouveau parcours du chenal qui est extrêmement rectiligne, avec le cône d'accumulation ici. Vous voyez en 1979 ici, pour la rivière des Plantes, on voit encore une fois le parcours de 1935 qui, lui, était sinueux. Puis en 1979, on a un parcours qui est rectiligne. Donc, il y a eu du redressement, du surcreusement, des canaux d'irrigation liés à l'agriculture qui évidemment accélèrent le transit de l'eau, mais également le transit des sédiments dans la rivière. Donc, pour ce qui est de l'analyse hydrogéomorphologique, il fallait aussi qu'on se penche un peu sur la question des apports sédimentaires dans le lit. Donc, ces fameux cônes de déjection qu'on retrouve à la sortie des tributaires. Donc, les cônes de déjection, on les voit ici en 2015, là, vraiment, ils sont très, très visibles. Mais si on remonte sur des photos très anciennes, même par exemple 1935, 1960, aussi loin qu'on puisse remonter, le comité a fait une analyse assez exhaustive de ça. On voit ces structures sédimentaires à l'intérieur du lit. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que si on dit que les structures sédimentaires sont des problèmes à l'écoulement des inondations, mais que les structures dont on fait mention ont toujours été présentes, alors là, ça relativise un peu le besoin de s'attaquer à ces structures-là pour résoudre la question des inondations. D'autant plus que si on s'attaquait et qu'on draguait ces structures pour les enlever, les études qui ont été menées au Québec, notamment par Philippe Bourdon sur la rivière de l'Anse-Pleureuse en Gaspésie, montrent que draguer ces structures-là n'a seulement qu'un effet temporaire, parce que si on drague ces structures-là, autrement dit, le prochain événement morphogène, donc le prochain événement qui a la capacité de transporter des sédiments, va les reconstruire. Donc, ça souligne le fait que tout dragage n'aura qu'un effet temporaire et va devoir être reconstitué et recommencer dans les années subséquentes. Et là, un bref mot en plus de ça sur le fait qu'on s'est posé la question si les structures dont parlaient les municipalités n'étaient pas en fait une illusion d'optique. Pas une illusion d'optique au sens, au sens direct, là, mais si ce n'est pas un effet qui ne serait pas lié, par exemple, au moment de l'année où a été prise la photo. C'est sûr que si on prend la photo en étillage, ça va faire ressortir des structures de lit qui sont dominantes. Et on le voit dans plusieurs secteurs ici. Mais si vous prenez les mêmes secteurs en 2019, à des moments où les photos ont été prises, où la rivière est plus haute, on ne les voit plus. Donc,
Tout ça, c'est quand même, avant de s'attaquer à la question des comptes de déjection, ça doit être mis dans la balance. Donc, vous avez maintenant un portrait plus complet de la manière dont fonctionne la rivière Chaudière. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça en ligne de compte puis analyser le caractère porteur des solutions. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de solutions qui ont été mises en place. Il faut savoir lesquelles ont le plus de chances comment dire, ont le plus de chances de régler le problème de la meilleure manière possible, dans l'intérêt de tout le monde. Bon, premièrement, le choix, il a fallu qu'on regarde les solutions à partir de certains critères. Donc, on a sélectionné des critères. C'est évident qu'on a fait ça. Pour la sélection des critères, ben là, c'est sûr que le choix des critères revient en fait au mandat du comité, puis au principe que le comité s'est doté. Là, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le rapport, mais vous rappelez-vous que le comité, c'est le ministère de l'Environnement qui est le mandataire. Donc, qui est la personne qui est l'organisation qui mandate le comité. Donc, on a choisi 4 critères en fonction de ce mandat. Et puis, le critère numéro 1, c'est la capacité d'une mesure à réduire le risque. Donc, c'est évidemment, on cherche à maximiser ce critère-là. On veut que l'efficacité à réduire le risque soit maximale. On veut, évidemment, pour deux solutions qui sont égales en termes de réduction de risque, on veut choisir la moins chère. Donc, le coût est un critère également. Pour 2 solutions qui sont égales et qui sont également coûteuses, on veut également choisir la solution qui a le moindre impact environnemental. Donc, c'est important aussi que les solutions qu'on propose, ce ne soient pas des solutions qui soient totalement destructrices de l'environnement. Et on veut des solutions qui sont acceptables socialement. Là, la question de l'acceptabilité sociale ici, c'est plus difficile à mesurer, enfin en particulier dans notre cas et dans le temps qui nous a été imparti. Mais on s'est basé beaucoup sur nos rencontres avec les maires puis avec les préfets pour déterminer ce qui était acceptable pour les parties. Et là, on veut une solution qui est le plus acceptable que possible. Un coup qu'on a défini les critères, on les a pondérés, c'est-à-dire qu'on leur a donné une importance. La plus importante, c'est la capacité à réduire le risque. La moins importante, c'est le coût. Parce que ce qu'on veut pas, notre mandat, c'est pas de montrer comment sauver de l'argent, c'est de montrer comment réduire le risque. Mais c'est sûr qu'on prend l'argent en ligne de compte. L'impact environnemental aussi est à considérer, mais ça relève de notre mandat associé à notre mandataire. On a noté les critères. Donc, chaque solution a été notée de 0 à 10 en fonction de chacun de ces critères-là et en fonction de chacun de ses poids. La notation, par contre, des fois, on n'était pas tout à fait certain, donc on a intégré une forme d'incertitude à travers ça parce que vous pouvez vous figurer des fois que c'est assez clair comment on pourrait coûter, exemple, il y a des choses qui ont été chiffrées très précisément, comme par exemple un barrage, on sait combien ça coûte. C'est relativement facile à estimer. Mais il y a d'autres mesures là-dedans qui sont plus difficiles à estimer. Alors, on a intégré parfois une dispersion à l'intérieur de nos notations, intégrer de l'incertitude. Et à travers tout ça, on a designé une espèce d'algorithme qui permet de prendre en compte toute cette chaîne-là, de l'intégrer dans un score multicritère Prométhée, dont la valeur est positive lorsque la solution est porteuse, puis la solution est négative. Le score est négatif lorsque la solution est à écarter. Donc, en terminant, pas en terminant, mais disons pour la dernière partie de la présentation, on va vous présenter les solutions qui ont été mises de l'avant par le comité d'experts. On va les partager en eau libre puis en embâcle. Donc, pour ce qui est de l'eau libre, on a examiné 7 solutions. Il y en avait plusieurs d'autres, mais il y en avait qui étaient comme éliminées d'office parce qu'ils n'étaient pas assez bien documentés. Ça prenait quand même des solutions qui avaient une certaine crédibilité. Donc, il y a 7 solutions. Là, je ne vais pas toutes les décrire, mais peut-être que ce que je pourrais vous dire, c'est que je les regroupe en 2 classes, les solutions. Il y a premièrement des classes de solutions qui misent sur des approches d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on cherche à modifier la plaine alluviale, le chenal. On cherche à construire des structures qui vont immuniser les villes, les villages. On cherche donc à intervenir dans le système pour réduire, atténuer les propriétés de l'aléa.
En fait, on a aussi une autre classe qui est une classe qu'on dirait plus à vocation environnementale, qui consiste moins à jouer sur l'aléa lui-même, mais plutôt à jouer sur les éléments de vulnérabilité puis d'exposition. Évidemment, lorsque, par exemple, on conçoit, par exemple, L6, un espace de liberté, mais à ce moment-là, dans cet espace de liberté-là, on va chercher à délocaliser les gens qui sont positionnés dans des endroits plus problématiques pour justement réduire le risque, permettre à la rivière d'inonder sans exposer des gens plus vulnérables, des structures plus vulnérables. Donc, il y a vraiment deux classes là-dedans. Puis là, on a fait l'analyse que je vous ai présentée tout à l'heure. On a pondéré chacune des analyses et on est arrivé à la conclusion suivante. Rappelez-vous que lorsque c'est positif, généralement, il y a un caractère un peu plus porteur que lorsque c'est négatif. Donc, on regarde brièvement les solutions qui sont ressorties. La solution qui apparaît la plus porteuse pour le secteur, pour les inondations en eau libre, donc le secteur Scott-Saint-Joseph, en particulier Scott et Sainte-Marie, c'est de délocaliser les populations et les infrastructures les plus exposées. Je vais vous montrer également comment ça se concrétise dans la prochaine diapo. Mais c'est la solution qui est apparue la plus porteuse. Dans ce secteur-là, parce que rappelez-vous, c'est vraiment un problème dans le secteur dans le secteur Scott et Sainte-Marie, c'est vraiment un problème de vulnérabilité des populations. Le comité a examiné également les solutions de dragage exhaustif de la rivière, c'est-à-dire de créer des canaux à l'intérieur de la rivière, des canaux de forte dimension, qui permettraient de creuser le lit puis d'augmenter la contenance ou la débitance de l'eau. Donc, plus le cours d'eau contient une grande quantité d'eau, plus il va être en mesure d'absorber l'onde de crue. Donc, le comité arrive à la conclusion qu'effectivement, le dragage pourrait vraiment réduire le risque. Par contre, il y a des effets pervers associés à ce dragage-là dont on va discuter dans quelques minutes. L'endiguement aussi apparaît comme une solution qui serait potentielle, mais n'est pas recommandée par le comité parce que, en particulier, étant donné ce qui vient de se passer à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 2017. Et j'aimerais aussi juste rappeler que l'endiguement tel que dessiné tel que conçu par Techsult dans les années 90, s'il avait été construit exactement comme Techsult l'avait prédit en 2019, les communautés auraient été inondées. Donc, il n'y aura jamais de digue suffisamment haute pour immuniser totalement ces secteurs-là. L'équipe du comité s'est lancé un premier exercice de définition de ce que pourrait être l'espace de liberté dans le secteur Saint-Joseph-Scott. Et ici, on extrait deux régions particulières. Donc, à Saint-Joseph, vous voyez l'espace de liberté, donc l'espace que peut prendre une inondation sur la rivière Chaudière. Vous voyez ici en rouge, en gros, dans le secteur de Saint-Joseph, on a un espace de liberté, enfin un corridor inondable assez important, mais à l'intérieur de ce corridor inondable-là, il n'y a que des terres agricoles. Pas que c'est pas grave d'inonder des terres agricoles, mais c'est certainement gérable de façon plus simple que de gérer des quartiers puis des monuments historiques puis des infrastructures essentielles qui sont inondées. Alors que si on fait le même exercice à Sainte-Marie, on dessine un espace de liberté à partir des photos LIDAR, fait des images LIDAR et tout ça. Et bien là, notre espace de liberté montre clairement qu'il y a des quartiers résidentiels qui sont contenus à l'intérieur de l'espace de liberté. Donc, en gros, c'est ça. Dans le secteur de Sainte-Marie, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un problème de vulnérabilité, c'est qu'il y a des quartiers résidentiels qui sont construits dans les milieux inondables et puis que la meilleure solution, la solution la plus pragmatique, c'est d'évacuer, enfin de délocaliser ces gens-là. Je vais dire quelques mots sur les solutions de dragage qui ont été proposées par le groupe Techsult dans les années 90. Alors, ce qu'on propose de faire pour réduire à peu près 1 mètre le niveau de la crue centenaire. Donc, 1 mètre, c'est ça, c'est-à-dire que la crue centenaire aurait une hauteur de 1 mètre de moins qu'elle aurait en moyenne. Donc, c'est de creuser un chenal dans la rivière Chaudière de 15 km de long par 120 mètres de large par 2 mètres de profond, ce qui équivaut à 3,3 millions de mètres cubes, qui équivaut à peu près à l'équivalent de ce qui a été creusé pour le canal de la Chine dans le fleuve Saint-Laurent.
Et en plus de ça, c'est une intervention qui va devoir être répétée parce que la rivière Chaudière est une rivière à forte pente dans laquelle le transit sédimentaire est important, a toujours été important. En témoignent les comptes de déjection qui sont actifs dans ce secteur-là. Texult avait décrit que s'il fallait faire ce genre de travail-là, ne serait-ce qu'une fois, il faudrait travailler sur une période de 6 mois avec une flotte d'environ 75 camions de 10 roues qui travailleraient pendant 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, et ça serait probablement à recommencer. Donc, on n'espère pas perpétuellement, mais de manière régulière. OK? Bon, dernier mot sur les inondations en eau libre. Le dragage des tributaires, ici, donc les espèces de comptes de déjection qui sont ciblés par les municipalités. Le comité conclut que ces structures ont probablement toujours existé, qu'elles existeront toujours, qu'elles font partie du système et que probablement, en raison du fait que ce sont des structures de chenal, elles ont relativement peu d'effet sur les niveaux d'inondation lorsque les niveaux d'inondation sont plusieurs mètres au-dessus de ces structures. Et donc, ce n'est pas une solution qui apparaît porteuse pour toutes ces raisons-là. Par contre, le comité concède qu'on va avoir besoin de relevés bathymétriques pour bien suivre le transit sédimentaire et l'évolution des formes de vie dans ce secteur-là. Parce qu'il n'y a pas de données vraiment là-dessus. Pour ce qui est des embâcles, ben, on a fait le même exercice. Sauf que là, il y a plus de solutions parce qu'il y a plus de complexité au niveau des embâcles. Par contre, on a un peu là encore la même structure, c'est-à-dire qu'on a des solutions d'ingénierie où on intervient dans le chenal ou sur la plaine inondable. Et là, on a des classes, disons, de plus à vocation environnementale où on propose de délocaliser des bâtiments, des infrastructures, et ça réfère plutôt à la mise en place d'un espace de liberté. Là, c'est sûr que je ne peux pas, dans une présentation aussi courte, détailler chacune des inondations, mais des solutions. Mais vous irez voir dans le rapport du comité expert si elle vous intéresse. Ce qu'on constate pour les embarques, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Pourquoi il n'y a pas de solution unique? C'est parce que la genèse des embarques, c'est multifactoriel. Donc, il y a plusieurs problèmes le long de la chaîne de processus qui doivent être réglés pour enrayer le problème des embarques sur la rivière Chaudière. Donc, il n'y a pas de solution unique, mais il y a plusieurs solutions qui apparaissent porteuses, chacune, disons, étant efficace à son niveau. La première, c'est le fait de construire des estacades. Donc, c'est des estacades de sapins. C'est une initiative du professeur Brian Morse de l'Université Laval. Ce sont des estacades qui visent en fait à réduire l'accumulation de fragiles dans le secteur des rapides et donc à avoir une glace qui est moins épaisse, moins consolidée, moins mécaniquement intègre. Il y a une certaine ambiguïté sur la manière dont le moment où on doit installer ces embarques-là, ça a fait les manchettes en Beauce en particulier. Mais le comité persiste à croire qu'il faut continuer parce que lorsque ça sera bien installé puis bien assimilé par les différentes parties, ça a forte chance de réussir. Donc, les estacades pour réduire les problèmes de fragiles, des travaux d'affaiblissement du couvert de glace à Beauceville pour permettre une meilleure évacuation de la glace lorsque le train de glace passe, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'évacuation dans ce secteur-là. Des ouvrages de rétention de glace dans les tributaires, en particulier dans la rivière Famine, où on pourrait installer des structures qui créeraient en quelque sorte de la rétention de glace, mais pas là où ça cause des problèmes, là où ça n'en cause pas, pour éviter que la glace dévale trop vite puis arrive à Beauceville tout en même temps. On peut penser à des structures assez légères pour ça. Ce n'est pas obligé d'être des gros barrages onéreux comme Sartigan. Et il faut quand même aussi penser délocaliser certaines infrastructures ou certaines portions du village de Beauceville qui sont malheureusement vraiment situées dans un corridor inondable. Mais je tiens à le souligner, pour ce qui est des embarques, ce n'est pas l'unique solution dans le secteur de Beauceville. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour jouer sur la chaîne de processus. En terminant, le comité y va de différentes recommandations. Donc, pour tout ce qui est délocalisation, ce n'est pas la seule chose à faire, délocaliser, mais il y a des dimensions délocalisation. C'est d'entamer des discussions avec le ministère des Affaires municipales parce qu'ils ont
le ministère, le MAMACH, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont maintenant un plan de protection du territoire face aux inondations. Et on incite fortement les autorités à entamer des discussions avec le MAMACH pour bénéficier, pour avoir de l'assistance pour la délocalisation sur ça. Nous, notre mandat, ce n'est pas de dire quelle maison doit être délocalisée, quand quoi, comment. Évidemment, on pense que ça prend un plan de délocalisation, mais on incite surtout les autorités à discuter directement avec le MAMACH pour prendre en charge cet aspect-là. Par contre, pour ce qui est des aspects plus scientifiques, la rivière Chaudière est tellement problématique, mais en même temps, c'est paradoxal à quel point il y a si peu de données, autres que des données, je dirais, hydrauliques ou hydrologiques. Donc, ça prend des données bathymétriques pour faire des suivis. Ça va prendre des données même bathymétriques à haute résolution. On propose d'utiliser des lidars verts, notamment des lidars pénétrants là, pour faire des suivis bathymétriques à intervalles réguliers. Il y a toute la question aussi de l'hydrologie en climat futur. Donc, quelle est la contribution du changement climatique et vers quoi évolue ce climat-là dans le secteur de la rivière Chaudière et comment est-ce que ça va affecter les débits maximaux et comment est-ce que ça peut être pris en compte, en fait, surtout dans la mise en place de solutions d'aménagement d'espaces de liberté. Et pour les aspects particuliers des glaces, il faut vraiment faire un suivi non seulement de la présence des embâcles, mais également des propriétés de la glace pour être capable de mieux prévoir les événements dans ce secteur-là. Beaucoup de gens nous disent, vous proposez de délocaliser des villes, vous proposez de délocaliser des citoyens, des infrastructures qui sont là, des objets de patrimoine là-dedans, donc il faut faire attention à ça. Vous ne pouvez pas arriver et dire à tout le monde de s'en aller. Effectivement, c'est sûr notre mission, ce n'est pas du tout de dire toi, votant, toi, reste. Mais l'idée, c'est de souligner l'importance de ça et puis peut-être aussi d'insister sur le fait que ce n'est pas la première fois qu'on arrive à ce constat-là dans la rivière Chaudière. On est remonté dans les archives journalistiques dans les années, au début du 20e siècle. Et puis, dans le Beauceron, qui est un journal local en Beauce, on voit bien qu'est-ce qui est décrit ici, là. Donc, le premier et le grand remède, c'est de mettre nos chemins et nos rues hors de l'eau. Et ça, c'est un ingénieur qui était chargé par le gouvernement d'identifier des solutions porteuses en 1917 pour la rivière Chaudière. La chose la plus facile que l'on croit avec l'aide des pouvoirs publics. Placer nos grands artères commerciaux à l'abri des colères de la rivière, les maisons d'affaires, les bureaux publics et les résidences privées qui sont situées sur les rives émigreront insensiblement. Nous comprenons que dans le cas de Beauceville tout particulièrement, le problème est beaucoup plus ardu et je dois dire que le comité est encore d'accord avec ça. C'est vrai, le problème à Beauceville est plus ardu, mais sans fermer la rue commerciale actuelle qui sera protégée par les travaux que l'on va faire sur la rivière, une rue nouvelle, un quartier nouveau sera créé et d'un mal profond naîtra un bien appréciable et le crédit de notre ville en profitera d'autant. Donc, comme principe général, qu'il faudrait appliquer et se mettre à l'abri. Gagnons les hauteurs et demandons au gouvernement de nous aider. Donc, nos recommandations, finalement, ont un certain écho avec l'histoire. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Et puis, c'est tout pour la présentation. Puis, je passe le micro à mes collègues Wael et Pascal pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Étienne. Très éclairant, très intéressant. Fait que, il y a quelques questions qui se sont accumulées. Il y a Johan Ekem. Est-ce que, Johan, tu veux poser la question? Vas-y. Oui, j'avais des questions sur les précipitations extrêmes. Parce que souvent, on a les projections, c'est modélisé qu'on va avoir les événements plus extrêmes dans le futur, mais les observations concrètes sont moins communes. Alors, je voulais voir, est-ce que dans le cas d'études, est-ce que vous avez est-ce que les données que vous avez démontrent une augmentation dans comme la fréquence ou l'extrémité des précipitations aussi que là, le graphique, c'était plus sur les cumulatifs annuels. Est-ce qu'on a noté un changement dans l'extrémité des précipitations aussi?
Je vais répondre à cette question, si vous me le permettez, Étienne et Pascal. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une modélisation hydrologique qui permettait, à l'aide de données de précipitation, calibrer un modèle et puis pouvoir en faire également un bilan hydrique. Ça veut dire aussi calculer, une fois le modèle calibré, les volumes d'eau. Et ce qu'on a noté, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des précipitations, une augmentation des débits extrêmes et une augmentation des volumes d'eau sur la rivière dans les 3 dernières décennies comparées aux 3 décennies d'avant. Donc, ça, c'est effectivement, ça a été vérifié. Maintenant, vous avez mentionné le terme de projection. On n'a pas fait de modélisation. Non, c'est juste parce que des fois, on a il y a comme un papier récemment publié qui confirme qu'on atteint des événements de précipitation plus extrêmes dans le futur, mais les tendances observées, on voit moins concrètement de ces tendances. Alors, c'était juste pour voir si c'était illustré dans votre exemple. Ouais, la tendance à venir, on ne l'a pas du tout regardée. Mais un des points intéressants qui est ressorti avec la modélisation hydrologique, c'est que, basé sur les données historiques des 6 dernières décennies, on a constaté que dans les 3 dernières décennies, il y a une augmentation de l'épaisseur de la couverture de neige qui est due aux précipitations hivernales. Okay. Alors, ce qu'on sait qui se dit dans les articles et dans les recherches, c'est que la tendance changement climatique sera à la réduction de l'épaisseur de la couche de neige dans les horizons 2050 et autres. Nous, ce qu'on constate, c'est que dans les dernières décennies, c'est qu'il y a une augmentation de l'épaisseur de la couche de neige et non une diminution comme on s'attendrait à l'avenir. Est-ce qu'il va y avoir un inversement de cette tendance entre ce que prédisent les gens qui regardent les changements climatiques ou pas? Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être examiné en modélisant ce que nous, on a fait, de la modélisation hydrologique, mais avec des projections climatiques, ce qui n'a pas été fait dans le cadre de ce mandat. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je crois. Okay. Une autre question de... Je reviendrai à toi, Johanna, parce que tu en as une deuxième. Je vais laisser la parole à Richard, puis après ça, Philippe Richard, puis après ça, on reviendra. Philippe? Oui, bonjour. Ma question est concernant les espaces de liberté, à savoir, sont basés sur quelle récurrence? Faire attention, la notion d'espace de liberté, ce n'est pas associé directement à une récurrence, c'est vraiment une analyse hydrogéomorphologique. Alors, c'est de voir quel espace la rivière a besoin pour que les processus fluviaux opèrent. Ça, c'est l'inondation dont on parle principalement, mais il y a aussi la mobilité dans certains cas. Et c'est vraiment une combinaison. Puis là, j'insiste parce qu'Étienne n'a peut-être pas... C'était écrit dans la diapo, mais je vais le redire. Ce sont là des limites très, très approximatives. Je répète qu'on avait très peu de temps pour ce mandat-là. Alors, c'est assurément un exercice qu'il faut refaire avec plus de temps. Mais c'était une combinaison de l'analyse des données LIDAR, mais aussi il y avait beaucoup d'analyses de photos aériennes historiques pour essayer de comprendre la dynamique de la rivière. Mais c'est pas... la notion de récurrence, c'est une notion qu'on applique en hydraulique, où on prend un débit d'une certaine récurrence, 20, 100 ans ou autre, puis qu'on essaie de voir c'est quoi le niveau d'eau associé à ce débit en particulier. Là, on peut faire une approximation, là, mais il n'y a pas de chiffre précis de récurrence dans ce cas-ci. Ça répond à ma question. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, à moins que quelqu'un lève la main, à nouveau, Johanna qui avait une question un peu plus évidemment pour la partie sociale et je dirais humaine. Ton micro, Johanna. Ah oui, j'étais intéressée par les bénéfices de gestion de l'inondation qui travaillent avec les processus naturels parce que je crois que ça peut être en plus attirant quand on combine les co-bénéfices pour la santé ou le capital naturel.
Par exemple, à ce moment, je travaille sur la réduction des extrêmes de chaleur, alors que les interventions plus ingénierie, ils sont pas ces co-bénéfices. Alors, je voulais voir, est-ce que vous avez pris en compte comme les bénéfices ou les impacts positifs? Parce que, par exemple, l'espace de liberté, on peut voir peut-être une augmentation de végétation ou accès au public ou dans un corridor végétalisé, mais d'autres mesures, ils n'ont pas ces bénéfices-là. Je peux peut-être répondre, mais comme Étienne l'a mentionné, d'une part, dans l'analyse, le coût avait un poids relativement faible, donc c'est pas ça qui était le facteur déterminant, mais d'autre part, c'est difficile de mettre un chiffre, on n'a pas de données. Donc, quand on avait, puis dans le rapport de Texas, dans bien des cas, il y avait vraiment des montants, donc on était assez certain de l'effet sur les coûts. Et à ce moment-là, on réduisait l'incertitude. Dans l'analyse, il y avait une possibilité de jouer sur l'incertitude, alors que dans un cas comme, par exemple, les bénéfices de l'espace de liberté, l'incertitude est assez grande. On en a tenu compte un peu en jouant sur l'incertitude, mais je suis entièrement d'accord que c'est quelque chose qui se quantifie. Il y a de plus en plus d'économistes qui sont en mesure de le faire, mais nous, on n'avait pas ces données-là du tout pour le rapport. Si tu me permets, Pascal, j'aimerais aussi ajouter le fait que l'analyse coût-bénéfice, c'est un point qui avait été discuté avec notre mandataire, le ministère, à la réunion de démarrage. Et c'était quelque chose qui aurait lieu après notre étude. Donc, nous, on arrive vraiment en amont de ça. Et une fois qu'il y aurait des solutions porteuses, le ministère, avec les instances gouvernementales, irait faire une étape de plus et ferait l'analyse quantitative de coût-bénéfice dont vous parlez. Qui va inclure les bénéfices comme les services écosystémiques aussi. J'espère. On espère, mais... On espère. ça sort un petit peu de notre cadre, là. OK. D'autres questions? Une question de Marc-André Bourgault. Excuse-moi, Marc-André, je vais... Je peux la poser de vive voix. Moi, je l'ai excuse-moi, pour ne pas sauter le tour, il y avait Clémence Benoît juste avant toi. Je m'excuse, Marc-André, ça va être à toi après. Clémence? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok, super. En fait, je me demandais si, est-ce que vous aviez évalué des solutions, dans le fond, pour l'apport de sédiments plus à l'échelle du bassin versant, dans le fond, vraiment des solutions qui seraient apportées, qui seraient en fait plus à long terme plutôt que de travailler sur le problème localement là, de l'apport de sédiments, donc de voir à l'échelle du bassin versant d'où proviendraient ces sédiments-là, puis qu'est-ce qui pourrait être fait, c'est ça, une échelle plus grande. Je peux peut-être répondre un peu, peut-être Étienne pourra ajouter, mais une des solutions, ça n'a pas été mentionné aujourd'hui, mais dans le rapport, c'est là on a examiné par rapport aux tributaires, parce que les sédiments viennent beaucoup des tributaires qui ont des pentes fortes, puis qui en plus ont été, dans bien des cas, linéarisés. Ça devient un peu des autoroutes là, qui transportent des sédiments. Donc, c'est sûr que ça peut être, on peut penser que c'est un peu localisé, mais il y en a beaucoup de ces tributaires-là. Là, ça a été mentionné, il y a quelque chose comme 400 km de tributaires qui ont été linéarisés. Donc, pour nous, on voit ça comme une approche de bassin, là, de s'attaquer à la source, puis ça vient énormément des tributaires. Il y a certains secteurs aussi plus en milieu agricole, des problématiques au champ, mais il y a une topographie particulière dans le bassin qui fait que ces tributaires-là sont porteurs d'un volume assez majeur de sédiments. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais selon nous, c'était une approche de bassin versant de regarder la problématique des tributaires. C'est notre solution. Hein. C'est notre solution L5, Clémence. Regarde, c'est notre solution L5 ici. Là. Mais la solution L5 aussi, je voudrais juste dire par rapport à ça que, tu sais, pour que ça soit efficace sur le plan de la réduction du risque, il faudrait que la solution puisse faire descendre d'à peu près 1 mètre la crue centenaire. Parce que c'est ce que fait le dragage, puis c'est ce que fait aussi l'espace de liberté, on propose de créer un espace de liberté qui aurait à peu près le même effet, mais sur la vulnérabilité. Mais aussi, je pense, hein, Pascal puis Wael, on est venu à la conclusion qu'à un moment donné, on pourrait restaurer les tributaires, mais que ça n'aurait pas un effet
d'1 mètre sur la crue centenale de faire ça. Non, non, c'est ça. C'est indéniable là, que ça ne peut pas être si majeur, mais il reste que ça ne peut pas nuire non plus d'essayer de redonner un peu d'espace de stockage de sédiments dans les tributaires, qui en ce moment, bien d'entre eux, au lieu que les sédiments soient dans leur plaine alluviale respective aux tributaires, ça se trouve à se retrouver dans la chaudière assez rapidement. Ouais. Ben, c'est ça. En fait, je me demandais s'il y avait eu un travail fait à essayer de comprendre d'où provenaient, en amont d'où provenaient les sédiments qui étaient transportés par ces tributaires-là. Donc, justement, comme vous avez parlé des terres agricoles. Donc, là, je sais que c'est justement peut-être pas des solutions qui pourraient apporter des effets rapidement, mais si sur le long terme, il y avait toute la notion de bande riveraine, de travail avec les agriculteurs, de tout ça qui pourrait être imaginé en combinaison avec les autres solutions. Là. Il faut quand même juste souligner, ça dépend, il y a des secteurs qui sont différents, mais si on pense au secteur plus en amont, là, dans le coin de Saint-Georges, la rivière Chaudière est d'un type qu'on dit divagant. Il faut juste faire avec la nature. C'est une rivière qui, naturellement, puis on le voit, il y a beaucoup d'îles dans la branche qui sont très dynamiques. On ne peut pas empêcher une rivière d'être ce qu'elle est. C'est un système qui transporte beaucoup de sédiments parce qu'on a des pentes plus fortes. Oui, on peut essayer d'intervenir, on sera des bandes riveraines bien respectées, c'est toujours utile, mais on ne peut pas penser qu'on va complètement transformer cette rivière-là en une rivière qui aurait nettement moins de sédiments parce que c'est dans sa dynamique naturelle. Bon, ça répond bien à ma question, en fait, de savoir aussi d'où provenait, si c'était un territoire qui était plus agricole ou si les sédiments, en fait, provenaient plus de la dynamique naturelle des cours. Merci. Comme il y a beaucoup de questions qui sont accumulées, je vais vous demander des questions courtes et des réponses courtes pour être capable d'essayer d'avoir le maximum de gens qui vont avoir eu le temps de poser les questions. Fait que là, il y a Marc-André. Tu as une question, Marc-André? Oui, merci pour la présentation. En fait, je me demandais, est-ce que, il y a une suite au projet pour intégrer les changements climatiques? Puis, est-ce que le modèle, dans les limites de ces paramètres, a été utilisé pour évaluer différents scénarios d'aménagement pour réduire, que ce soit le ruissellement ou d'intervenir sur le cycle hydrologique? Okay. Alors, le modèle hydrologique qui a été monté, c'est un modèle hydrologique grossier, donc on n'est pas rentré dans ce niveau de détail-là. Mais la tendance intéressante qui ressort dans ce modèle, c'est qu'il y a une augmentation de l'hydraulicité dans les dernières décennies comparées aux décennies d'avant. C'est sûr que la question à $1 million, c'est est-ce que cette tendance va se maintenir dans le futur proche et lointain ou pas? Pourquoi? Parce que si on est en train de parler de solutions, il faudrait qu'on sache si nos solutions sont adaptées à l'avenir ou pas. Est-ce que l'hydrologie dans laquelle on est en train de proposer des solutions, est-ce qu'elle sera toujours valide 10 ou 20 ans ou 30 ans plus tard? Donc, on a proposé justement de faire des simulations avec le modèle hydrologique, avec des projections climatiques. C'est donc une documentation dans le rapport, mais la décision ne dépend pas de nous, ça dépend du ministère. Mais c'est sûr qu'en proposant des solutions, il faut savoir est-ce que les solutions vont résister à une hydrologie qui est changeante dans les dernières décennies et qu'on ne sait pas si elle demeurera encore changeante dans le futur proche ou pas. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, parfait. Merci beaucoup. De rien. Il y a Vincent qui a une question, mais je ne peux pas te démuter parce que je pense que c'est ton propre micro qui est muté, Vincent. Si tu ne peux pas parler, je pourrais poser la question à ta place. OK, semble un problème de micro, fait que je vais… Est-ce que, notamment, il y a un travail d'accompagnement qui a été fait pour certaines solutions auprès des agriculteurs ou des choses à penser vis-à-vis d'eux? Notamment dans les endroits où il y a des espaces de liberté qui concernent finalement beaucoup les terres agricoles. Je peux répondre brièvement. Dans le cadre du mandat, non, parce qu'on n'avait vraiment pas
temps, mais on en était bien conscient. Il faut faire attention au message. Ce n'est pas de dire que si c'est en milieu agricole, ça n'a aucune importance. Là. Le fait que des terres soient inondées, c'est un enjeu. Mais bon, c'est évidemment dans ces milieux-là où, par rapport à l'espace de liberté, il y a un peu plus de latitude que, par exemple, en milieu urbain. Puis là, ça veut dire avoir des discussions en termes de compensation financière aussi, ce que ça pourrait vouloir dire. Mais il reste que c'est intéressant, puis Étienne l'a bien souligné, que la Saint-Joseph, c'est déjà fait. Enfin, on a déjà ces secteurs-là agricoles qui peuvent donc apporter une ressource économique. C'est pas que ce sont des zones condamnées à l'année longue, mais il reste que il y a des moments où ce sont des zones inondées qui finalement font en sorte que le reste de la communauté, elle, n'est pas inondée. Donc, c'est un exemple assez éclairant, mais pour répondre concrètement à cette question-là, nous, on n'a pas eu de discussion spécifique là-dessus avec les agriculteurs. OK. Denis Bordelot, tu aurais un commentaire à partager avec nos trois présentateurs et avec l'audience? Excusez. En fait, ce que je disais, d'abord, c'est un excellent travail. Ça fait une bonne synthèse de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Mais simplement, si on arrive en 1917, on savait déjà quoi faire et on ne l'a jamais fait. Alors, j'espère que les gens auront le courage politique de faire ce qu'il y a à faire parce que quand j'entends des gens qui parlent, est-ce que la zone approximative d'espace de liberté est basée sur la crue de 100 ans? Il faut sortir ça de notre vocabulaire, la crue de 100 ans. Demandez ça à Rigaud, à Éric Martel. Il l'a eu 2 fois en 2 ans, puis il y a une crue qui était plus que 100 ans. C'est que ça n'existe pas, cette cote-là ou cette occurrence-là où on dit « Ah, ça va arriver dans 100 ans. » En Beauce, tous les hivers, il y a des gens qui ont un pied dans l'eau. Ça coûte une fortune en compensation puis en notion économique. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, puis il faut qu'on se rappelle au Québec que finalement, si on est bâti dans la zone, dans la plaine inondable ou dans la zone que la rivière a besoin pour prendre sa liberté, bien, il faut qu'on saque notre camp de là. C'est relativement simple techniquement, mais politiquement, ça va être difficile. Et peut-être qu'en 2037, ils vont parler de votre rapport, puis ils vont dire que vous aviez repris la recommandation de 1917, puis que personne ne l'a suivi. Mais c'est intéressant, puis ça fait en peu de mots, ça donne un excellent topo de la situation. Ça nous aide à bien comprendre que finalement, il va falloir que les politiciens mettent les culottes puis gèrent cet événement-là. Merci beaucoup, Denis. J'aurais personnellement une dernière question, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pensez, même si vous ne le savez pas, que votre rapport a déjà eu on va dire des suites, des conséquences, en particulier, comme on l'a vu cet été, des monuments historiques qui ont été ou qui sont en train d'être démantelés? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien direct avec vos conclusions? Je vais peut-être juste préciser qu'on n'a vraiment jamais parlé des monuments historiques dans le rapport. Fait que il n'y avait aucune mention. Puis comme Étienne l'a dit, nous, on ne spécifiait pas qui doit partir ou pas. Il faut faire un peu attention aussi à des maisons qui sont là depuis plus de 100 ans. On s'en doute une forme de résilience, on va dire. Mais c'est certain que notre rapport est arrivé à un moment où, début avril, le gouvernement a remis un plan de protection et dans lequel des concepts de délocalisation, d'espace de liberté sont déjà là. Fait que notre rapport n'arrivait pas comme un cheveu sur la soupe. Là. Ça s'insère dans une mouvance, on va dire, là, qui a commencé même. Le gouvernement du Québec en 2019 avait d'emblée annoncé qu'il ne voulait pas compenser financièrement ad vitam aeternam, donc il fallait trouver une autre solution. Donc, bref, je pense que c'est juste un autre élément dans une mouvance qui est large, là, qui, dans les ministères, il y a un fort consensus qu'on peut pas, le statu quo n'est pas acceptable, là, il faut trouver autre chose. Alors, mais de là à dire que des maisons patrimoniales, je ne veux juste pas qu'on présume que c'est à cause de notre rapport que ces maisons-là, il n'y a aucun lien, on n'a jamais parlé des maisons patrimoniales. Et j'aimerais ajouter aussi, Philippe, que la solution de délocalisation est la plus intéressante pour les inondations en eau libre, mais ce n'est pas la solution la plus intéressante pour les glaces. Elle marcherait, mais il y a d'autres solutions d'ingénierie qui pourraient marcher et qui pourraient avoir un effet sans être aussi nuisible comme la solution du dragage que Étienne a présenté tantôt qui nécessitait des camions pendant 6 mois. Là. Donc, pour les glaces, on peut intervenir parce qu'on est conscient quand même qu'il s'agit du centre-ville de Beauceville, que c'est important que les gens
voudraient le garder. Et donc, il y a moyen de faire des interventions d'ingénierie qui protègent cette ville des inondations par embâcle sans devoir délocaliser le centre-ville. Okay. Bon, ben merci beaucoup, vraiment très intéressant. Donc, il y a encore du travail à poursuivre. Je pense qu'aussi une des choses que vous avez aussi mentionnées, peut-être la remettre aussi en évidence, la surveillance, le suivi devient de toute façon essentiel dans un secteur qui de toute façon est très sensible aux inondations par embâcle ou pas. Donc, pensez-vous d'ailleurs rapidement aussi qu'il y aura une suite à ça? Est-ce que vos suggestions, même en termes de travail supplémentaire à faire sur une période de temps, pas juste en termes de suivi de surveillance, mais aussi l'analyse géomorphologique, vous suggérez une analyse plus détaillée aussi des espaces de liberté. Est-ce que ça a eu un écho? Est-ce que les ministères sont ouverts à ça? Oh oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, juste par rapport au LIDAR bathymétrique, parce que c'est vraiment, j'insiste, Étienne l'a bien dit, mais c'est ahurissant compte tenu des enjeux qui est dans la chaudière, d'avoir si peu de données bathymétriques, c'est renversant. C'est pas si cher par rapport au coût de ces inondations-là. Alors, il y a déjà des discussions par rapport au LIDAR bathymétrique, dont je suis un peu au courant, et assurément aussi par rapport à mieux à cartographier, parce que je vais insister une dernière fois que ces limites-là sont approximatives. Je ne veux surtout pas que quelqu'un prenne ça et aille les coller. C'est un travail sommaire qui doit être fait. Et au niveau du gouvernement, je pense qu'il y a une volonté d'aller dans ce sens-là. Donc, s'il n'y a plus de questions brûlantes de la part de personnes, nous allons… Non? Pas de candidat, OK. Donc, nous allons mettre un terme à ce webinaire. Merci beaucoup à vous trois, Pascal, Étienne et Wael Taha. Merci beaucoup pour cet excellent travail. Donc, on mettra ce webinaire sur le site du risque. Et puis, on a un webinaire la semaine prochaine, le 11, toujours à la même heure. Donc, j'espère on va vous retrouver en grand nombre. Merci beaucoup à vous trois et merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. C'est un plaisir.